Éloi Nguyen marchait sur une corde invisible, tendue entre deux falaises d'ombre et de lumière, suspendue au-dessus d'un gouffre où le silence et la rage se disputaient son âme. À Saint-Augustin, un lycée niché dans une bourgade paisible des environs de Lyon, les regards le suivaient comme des lames, certains curieux, d'autres hostiles, tous lourds de jugement. Éloi, nouvel arrivant d'une métropole bruyante, n'était pas seulement un étranger dans ce décor de pierre et de lierre, il était une énigme, un garçon aux pas mesurés, aux épaules tendues, dont les yeux scrutaient chaque couloir comme s'il cartographiait un champ de bataille. Pourtant, ce n'était pas une guerre qu'il cherchait. Ce fut un cri, un sanglot étouffé dans un couloir désert, qui le fit basculer. Une fille, Camille, acculée contre un mur par trois garçons aux rires acides, leur voix ricochant comme des cailloux lancés avec précision. Éloi n'hésita pas. En 4 pas, il s'interposa, sa main saisissant le poignet du meneur avec une précision chirurgicale, ni trop forte pour briser, ni trop faible pour être ignorée. « Bon lâche-la, dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame froide. Le silence qui suivit fut plus lourd que le cri. Les garçons reculèrent, marmonnant des excuses creuses, et disparurent dans les ombres du couloir. Camille, les joues humides, murmura un « merci » à peine audible. Éloi hocha la tête, puis s'éloigna, sans savoir que ce moment, capturé par un téléphone dissimulé, allait bouleverser Saint-Augustin. Car ce lycée, avec ses murs de pierre usée et ses secrets tus, n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Éloi Nguyen, le garçon discret, venait de faire un pas qui allait le transformer en légende, et la corde sous ses pieds tremblait déjà. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine les volets à demi fermés de la petite maison où Éloi vivait avec sa tante, Madame Line, une femme aux manières de statue de marbre, toujours un café noir à la main, le regard perdu dans les pages d'un journal local. Elle ne posait pas de questions sur les nuits blanches d'Éloi, et il ne lui offrait pas de réponse. Il ajusta son sweat à capuche, glissa ses écouteurs dans ses oreilles, et laissa les rythmes doux d'un vieux morceau de jazz français, peut-être du Django Reinhardt, accompagner ses pas vers le lycée. Saint-Augustin n'avait rien de la ville qu'il avait vu grandir. Là où les immeubles de béton et les klaxons formaient une symphonie urbaine, ici, les rues étaient bordées de platanes, les panneaux rouillés penchaient comme des vieillards fatigués, et les maisons semblaient porter le poids de trop d'histoires. Une fresque murale attira son regard en chemin, un garçon aux ailes de craie, les bras levés comme en défi, avec une inscription en peinture rouge, « Nous ne luttons pas pour gagner, nous luttons pour vivre ». Éloi ne s'arrêta pas, mais son cœur battit plus fort. À l'école, on l'appelait « Le Nouveau », un titre qui sonnait comme une étiquette collée à la hâte. Personne ne posait de questions, personne n'offrait de place à la cantine. Éloi ne s'en formalisait pas. Il observait, notait les détails, les épaules crispées des élèves, les regards furtifs, les sorties de secours marquées en rouge. Il parlait peu, mais ses yeux parlaient pour lui, analysant chaque salle, chaque groupe, chaque silence. Il repéra vite ceux qui régnaient sur les couloirs, Hugo, un grand blond en veste de sport, et ses acolytes, Théo et Lucas, dont les rires sonnaient comme des avertissements. Ils ne lui adressèrent pas la parole, mais leurs regards s'attardaient, lourds, comme s'ils jaugeaient une menace. Saint-Augustin sentait le chlore et la craie, une odeur qui masquait à peine la tension des mots non dits. Dès la 3e heure de cours, Éloi avait déjà dressé une carte mentale du lycée. Les professeurs qui s'impliquaient, comme Mademoiselle Dubois, l'enseignante d'histoire passionnée, et ceux qui se contentèrent de cocher des cases, comme Monsieur Garnier, dont le regard fuyait toujours les élèves. L'incident arriva après le déjeuner, dans un couloir menant à l'aile des sciences. Un rire aigu, moqueur, perça l'air comme une flèche. « Alors, Camille, tu ranges les poubelles pour un supplément de points ?» lança Hugo, entouré de Théo et Lucas, leurs silhouettes massives bloquant la lumière. Camille, petite, la peau mate et d'une tresse soignée tombant dans son dos, serrait son sac contre elle, les yeux baissés. « S'il vous plaît, arrêtez, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Éloi tourna au coin du couloir. Il ne réfléchit pas. En quelques pas, il se planta entre eux, sa main attrapant le poignet d'Hugo. « Lâche-la » répéta-t-il, ses yeux plantés dans ceux du garçon. Hugo tenta de rire, de se dégager, mais il grimaça sous la pression. « T'es qui, toi » grogna Théo,
avançant d'un pas. Éloi ne bougea pas, son corps ancré, sa posture apprise dans des années d'entraînement au Krav Maga, un art qu'il pratiquait seul, dans l'ombre, depuis que sa mère le lui avait enseigné. « Vous voulez vraiment savoir ?» répondit-il, sa voix calme mais lourde de menace. Les 3 garçons reculèrent, échangeant des regards incertains, puis s'éclipsèrent, leur rire devenu murmure. Camille releva les yeux, surprise. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle. »« Si, je l'étais, » répondit Éloi avant de tourner les talons. Il ne vit pas le téléphone qui filmait depuis l'angle d'un casier, ni l'élève qui, caché derrière une fontaine, captura les dernières secondes de la scène. Il ne savait pas que, dès la 5e heure, une vidéo titrée « Le nouveau met les brutes à terre » circulait dans le groupe privé du lycée, récoltant des centaines de réactions. Ce soir-là, dans la cuisine silencieuse de Madame Lynn, Éloi lavait la vaisselle, l'eau chaude apaisant ses mains crispées. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Nous avons vu ce que tu as fait. Les sentinelles observent. » Il fixa l'écran, essuya ses mains, et continua à frotter les assiettes. Mais le lendemain, Saint-Augustin n'était plus le même. Les murmures le suivaient comme une ombre, les regards se faisaient de plus insistants. On l'appelait « l'ombre vive », un surnom qui sonnait comme une légende née dans les couloirs. En classe de littérature, sous le regard perçant de Monsieur Lefebvre, un professeur aux lunettes épaisses et à l'air mélancolique, Éloi sentit une différence. Les élèves chuchotaient, les téléphones s'inclinaient indiscrètement. Quand la cloche sonna, un garçon, Julien, un maigre et aux cheveux en bataille et aux doigts tachés d'encre, s'approcha timidement. « T'es celui de la vidéo, pas vrai ?» demanda-t-il, montrant son écran. La scène, ralentie, avec une musique dramatique ajoutée, semblait tirée d'un film. Éloi sentit son estomac se nouer. « Je n'ai rien demandé. » dit-il, la voix rauque. Julien haussa les épaules. « Personne ne demande. Mais maintenant, ils veulent tous que tu sois un héros. » Éloi tenta de secouer cette sensation, de marcher plus vite pour échapper aux regards, mais ils étaient partout. Dans la cour, derrière les casiers, dans les reflets des vitres. Il trouva refuge dans l'arrière-cour du lycée, un espace oublié entre des tuyaux rouillés et du béton fissuré. Là, il retira son sweat, laissant le soleil caresser les cicatrices discrètes sur ses avant-bras, souvenirs de chutes, d'entraînement, de leçons apprises à la dure. Il commença une série de mouvements, poings serrés, respiration rythmée, un ballet de contrôle et de précision. Une voix le coupa net. « Tu bouges comme si tu cachais quelque chose. » Sophie, une fille aux tresses longues et au regard acéré, se tenait à l'entrée, une caméra autour du cou. « Depuis combien de temps tu regardes ?» demanda Éloi, sur la défensive. « Assez longtemps. » répondit-elle, cliquant sur son appareil. « Tu ne combats pas pour gagner, mais pour ne pas te perdre. » Ces mots le frappèrent. Plus profond qu'il ne voulait l'admettre. Sophie s'avança, son ombre s'étendant sur le sol. « Ils ont fait de toi une histoire, Éloi. Mais ce que j'ai vu là, c'est toi. » Ils rentrèrent ensemble, en silence, un silence qui n'était pas pesant mais complice, comme si quelque chose s'était noué entre eux. Le lendemain, Éloi trouva une vieille malle dans la chambre d'amis de sa tante. À l'intérieur, parmi des photos jaunies et des vêtements pliés, une lettre de sa mère, écrite d'une main élégante. « Garde ton équilibre, mon fils. Ne laisse jamais le monde écrire ton histoire à ta place. » Il replia le papier, le glissa dans sa poche, et sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Ce soir-là, dans la cour derrière le lycée, il recommença ses mouvements, mais cette fois, un garçon l'observait. Léo, petit, les lunettes glissant sur son nez, s'approcha timidement. « J'ai vu ce que tu as fait pour Camille. Tu peux m'apprendre ?» Éloi hésita, puis hocha la tête. « Oh ça. Pas pour frapper. Pour te tenir droit. » Léo sourit, maladroit mais sincère.
Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange, Éloi comprit que la corde sous ses pieds n'était pas seulement la sienne. D'autres cherchaient à la traverser, et peut-être, juste peut-être, il pouvait les aider à ne pas tomber. Éloi Nguyen se tenait à l'écart, sous l'ombre des platanes qui bordaient la cour de Saint-Augustin, les poings dans les poches, les écouteurs diffusant un air de Serge Gainsbourg, dont la voix rauque semblait murmurer des vérités qu'il n'était pas encore prêt à entendre. La vidéo de son intervention pour Camille continuait de circuler, transformée en une légende numérique, un mélange de réalité et de fiction où il était tour à tour héros et menace. Les couloirs du lycée bruissaient de murmures, des téléphones s'allumaient dès qu'il passait, et les regards, autrefois curieux, étaient devenus des juges silencieux. Pourtant, Éloi ne voulait pas de ce piédestal. Il voulait seulement marcher sans trébucher sur cette corde invisible qui semblait s'effilocher sous ses pas. Ce fut Sophie, avec sa caméra toujours pendue à son cou, qui brisa son silence. « Il t'appelle au l'ombre vive maintenant, dit-elle en s'asseyant sur un banc à côté de lui, ses tresses balançant doucement dans la brise. Mais tu n'as pas l'air d'aimer ça. Éloi haussa les épaules. Ce n'est pas moi qu'ils voient. C'est une histoire qu'ils ont inventée. Sophie inclina la tête, ses yeux perçants comme si elle pouvait lire les fissures de son âme. Alors, donne-leur une autre histoire. Une vraie. Ces mots restèrent en suspens, comme une graine plantée dans un sol aride, attendant d'une goutte d'eau pour germer. Ce soir-là, un message arriva sur son téléphone, anonyme mais précis, « Rejoins-nous. Escalier sud, minuit. Les sentinelles. » Éloi fixa l'écran, le cœur battant au rythme des souvenirs de sa mère, qui lui avait appris à ne jamais suivre aveuglément. Pourtant, il enfila ses baskets, noua ses lacets en double nœud, et s'enfonça dans la nuit. Saint-Augustin, sous la lumière pâle de la lune, semblait une bête endormie, ses rues silencieuses mais lourdes de secrets. L'escalier sud, dissimulé derrière l'aile des sciences, était un vestige oublié, ses marches grinçantes éclairées par une ampoule jaunâtre. Là, sous la lueur vacillante, se tenait Clara, une fille aux cheveux blonds tressés serrés, le regard dur comme le granit. « Éloi Nguyen, » dit-elle, sans sourire. « Tu as du potentiel, mais tu n'es pas encore des nôtres. » Derrière elle, deux silhouettes émergèrent en désombres. Hugo, le garçon qu'il avait affronté, et une autre, plus discrète, nommée Élise, dont les yeux semblaient cataloguer chaque mouvement. Clara lui tendit d'une enveloppe scellée. « Les sentinelles protègent ce lycée. Nous exposons les brutes, nous rétablissons l'équilibre. Joins-toi à nous, ou reste dans l'ombre. » Éloi prit l'enveloppe, mais son regard restait fixé sur Clara. « Et si votre équilibre brise plus qu'il ne répare ?» demanda-t-il. Clara haussa un sourcil, mais ne répondit pas. Il rentra chez lui, l'enveloppe intacte, le poids de son choix pesant comme un orage imminent. Le lendemain, dans la bibliothèque du lycée, Éloi rencontra Julien, un garçon aux lunettes épaisses et aux doigts tachés d'encre, qui griffonnait des poèmes dans un carnet usé. « Tu as vu ce qu'ils font ?» murmura Julien, montrant une affiche déchirée. « Les sentinelles surveillent. Les coupables payent. » Éloi fronça les sourcils. Ils jouent au juge. Mais qui les juge, eux? Julien hésita, puis glissa un papier vers lui, une liste de noms barrés, des élèves qui avaient quitté le lycée après des interventions et des sentinelles. L'un d'eux, Anna, une fille timide, avait disparu après que ses poèmes personnels avaient été affichés dans le réfectoire. Éloi sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'était pas de la justice. C'était de la vengeance drapée dans une cape de vertu. Ce fut alors qu'Amélie, une fille à l'énergie incandescente, entra comme une tempête, ses boucles brunes dansant autour de son visage. « Tu viens au club de théâtre ce soir ?» lança-t-elle, ignorant les regards des autres. « On a besoin de quelqu'un qui sait parler sans crier. » Éloi esquissa un sourire. « Je ne parle pas beaucoup. »
Amélie haussa les épaules. Boss. Justement. C'est ce qu'il nous faut. Ce soir-là, dans l'auditorium poussiéreux du lycée, Éloi assista à une répétition du club de théâtre. Amélie, sur scène, récitait un monologue avec une passion qui semblait défier les murs eux-mêmes. Mais un autre élève attira son attention. Rémi, un garçon discret aux ongles peints de paillettes, qui restait en coulisses, ses épaules voûtées comme s'il portait un fardeau invisible. Éloi apprit par Julien que Rémi, en pleine transition identitaire, était devenu la cible de moqueries silencieuses, de notes glissées dans son casier, de regards qui coupaient plus profondément que des mots. Une idée germa alors, portée par Sophie, qui rangeait sa caméra avec un sourire déterminé. On ne peut pas juste se battre contre eux. Il faut raconter une autre histoire. Ainsi naquit Les Échos, un groupe informel formé par Éloi, Sophie, Julien et Amélie, décidé à utiliser l'art et la vérité pour donner une voix à ceux que le lycée ignorait. Leur premier acte fut un spectacle clandestin, monté en secret dans la cour après les cours. Amélie écrivit un texte court, Le miroir brisé, où Rémi jouait le rôle principal, celui d'une âme cherchant sa vérité dans un monde qui ne voyait que des étiquettes. Sophie filma, Julien s'occupa de la lumière, et Éloi, posté dans l'ombre, veilla à ce que personne ne vienne interrompre. Le spectacle fut un succès discret mais puissant. Les élèves, d'abord méfiants, s'arrêtèrent, écoutèrent, et certains applaudirent, les yeux humides. Rémi, tremblant mais souriant, trouva une lueur de courage qu'il avait cru perdue. Mais la victoire fut de courte durée. Le lendemain, une nouvelle affiche apparut, signée Les Louses Rouges, un groupe mené par Antoine, un garçon au sourire charmeur et aux relations puissantes, fils d'un notable local. L'affiche moquait Les Échos, qualifiant leur spectacle de comédie pour faibles. Des rires éclatèrent dans les couloirs, mais Éloi remarqua autre chose, des tags sur le casier de Rémi, des mots durs, écrits à l'encre noire. Sophie, furieuse, prit une photo, mais Éloi l'arrêta. Pas encore. On doit être plus malin qu'eux. Dans la bibliothèque, ils trouvèrent une alliée inattendue. Madame Dubois, la bibliothécaire, une femme aux cheveux gris et au regard vif, qui glissa vers eux un dossier jauni. Ce lycée a une longue histoire de silence, murmura-t-elle. Mais parfois, il suffit d'une étincelle. Le dossier contenait des articles sur d'anciens cas de harcèlement, certains impliquant les familles influentes comme celle d'Antoine. Éloi comprit que les Louses Rouges n'agissaient pas seuls, ils étaient protégés par un système qui préférait fermer les yeux. La tension monta d'un cran quelques jours plus tard, dans la cour arrière où Éloi entraînait Léo, le garçon timide qui voulait apprendre à se défendre. Alors qu'il travaillait sur une esquive, 3 silhouettes émergèrent des ombres. Théo, Lucas, et un nouveau, Paul, un garçon aux yeux fuyants mais à la posture raide. Alors ? L'ombre vive, tu formes une armée maintenant ? Lança Théo, un rictus aux lèvres. Éloi posa une main sur l'épaule de Léo, qui tremblait. Rentrez chez vous, dit-il calmement. Lucas s'avança, mais Éloi, sans lever les poings, changea de posture, ses pieds ancrés, son regard fixe. Vous voulez vraiment essayer ? demanda-t-il. Les garçons hésitèrent, puis reculèrent, mais pas avant que Paul ne murmure, « Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. » Sophie, cachée derrière un mur, filma tout. La vidéo, postée anonymement sur le réseau du lycée, montra Éloi désamorçant la situation sans violence, mais elle attisa aussi la colère des Louses Rouges. Antoine, dans un message public, promit une « leçon pour ceux qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas ». Ce soir-là, Éloi trouva refuge dans la maison de sa tante, où il ouvrit à nouveau la lettre de sa mère. « Ne laisse jamais la peur écrire ton histoire, disait-elle. » Il ferma les yeux, revoyant le regard de Rémi, la détermination d'Amélie, la caméra de Sophie, les poèmes de Julien. Mais un autre visage le hantait, celui de Monsieur Lefebvre, le professeur de littérature, qu'il avait arrêté après un cours. « J'ai été comme toi, autrefois, avait-il dit,
ses lunettes reflétant la lumière. J'ai vu des brutes détruire des vies, et j'ai cru que le silence était ma seule arme. J'avais tort. Il avait posé une main sur l'épaule d'Éloi, un geste rare, presque paternel. Choisis bien ton combat, Éloi. La colère c'est facile. La compassion, elle, demande du courage. Ces mots se résonnaient encore lorsque Éloi s'endormit, la lettre serrée contre lui. À l'aube, il savait qu'il ne rejoindrait pas les sentinelles. Il construirait autre chose, avec les échos, une voie où la vérité ne serait pas une arme, mais un miroir, reflétant ce que le lycée refusait de voir. Mais il ignorait encore que ce choix allait réveiller une tempête bien plus grande, et que les galoupes rouges n'étaient que le début. Le ciel au-dessus de Saint-Augustin s'était paré d'un gris lourd, comme si les nuages eux-mêmes portaient le poids des tensions qui s'accumulaient dans les couloirs du lycée. Éloi Nguyen marchait lentement vers l'auditorium, ses baskets claquant doucement sur le sol usé, son sweat à capuche relevé comme une armure contre les regards qui le suivaient. La vidéo de son face-à-face avec les loups rouges avait enflammé les réseaux du lycée, transformant les échos en un symbole à la fois admiré et craint. Mais ce n'était pas la gloire qu'Éloi cherchait. C'était un équilibre, une façon de marcher sur cette corde invisible sans tomber dans le chaos ou le silence. Pourtant, le lycée semblait décidé à lui compliquer la tâche. Une annonce avait retenti la veille, portée par la voix monocorde de la directrice, Madame Vallière, une réunion générale serait organisée pour apaiser les tensions et dissoudre les groupes non autorisés, y compris les échos et les sentinelles. Éloi sentit son estomac se nouer en entendant ces mots. Ce n'était pas une tentative de paix. C'était un ultimatum, une manière de ramener le silence là où les échos avaient osé faire du bruit. Dans la cour, Sophie, Julien, Amélie et Rémi l'attendaient, leurs visages tendus mais déterminés. « Ils veulent nous effacer », murmura Amélie, ses boucles brunes dansant dans le vent. Sophie, caméra à la main, esquissa un sourire. « Issirs, alors. Montrons-leur qu'on ne disparaît pas si facilement. » La réunion se tint dans l'auditorium, un espace vaste aux murs écaillés, où les chaises pliantes étaient alignées comme des soldats prêts à juger. Les élèves s'entassaient, certains chuchotant, d'autres fixant leur téléphone, où les dernières rumeurs circulaient à la vitesse d'un feu de forêt. Éloi s'assit au fond, flanqué de ses amis, observant Clara et les sentinelles d'un côté, Antoine et les louves rouges de l'autre, leurs regards croisés comme des épées. Madame Vallière monta sur l'estrade, flanquée de 2 officiels du conseil scolaire, des hommes en costume gris dont les visages semblaient sculptés dans la neutralité. Après les récents incidents, commença-t-elle, sa voix résonnant dans le micro, nous avons décidé de dissoudre tous les groupes non officiels. Ce lycée a besoin d'unité, pas de division. Un murmure parcourut la salle, un mélange de colère et de résignation. Éloi sentit ses poings se serrer dans ses poches, mais il resta silencieux, attendant. Ce fut Sophie qui brisa l'immobilité. Sans un mot, elle se leva, traversa l'allée centrale, ignorant les regards des professeurs qui s'agitaient. Un assistant tenta de l'arrêter, mais un geste de la directrice l'en empêcha. Sophie atteignit le micro, ses tresses balançant comme un pendule, et parla, sa voix claire, sans trembler. « Si vous nous réduisez tous au silence, que deviendrez-vous » demanda-t-elle, ses yeux scrutant la foule. Il y a 2 mois, personne n'a remarqué Rémi, seul dans un couloir, terrifié. Personne n'a vu les bleus sur les bras de Julien, cachés sous ses manches longues. Personne n'a entendu les insultes qu'Amélie encaissait en souriant. Et maintenant, vous voulez qu'on se taise parce que nos voix vous dérangent ? Le silence qui suivit était électrique, comme l'air avant un orage. Les élèves se redressèrent, les murmures s'intensifièrent. Puis, une voix inattendue s'éleva, venant des rangs des professeurs. Monsieur Lefebvre, le professeur de littérature, se leva, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Elle a raison, dit-il, sa voix douce mais ferme. J'ai vu trop d'élèves comme Éloi être étiquetés comme dangereux avant même d'ouvrir la bouche. J'ai vu des filles comme Sophie être ignorées parce qu'elles ne souriaient pas assez. J'ai été silencieux trop longtemps. Cela doit cesser. La salle retint son souffle. Madame Vallière, visiblement déstabilisée, serra le bord du podium.
Nous reconnaissons que des erreurs ont été commises. Dit-elle, sa voix moins assurée. Nous proposons une assemblée publique, la semaine prochaine, pour élire un nouveau conseil étudiant, représentatif de toutes les voix. C'était une concession, mais une concession fragile, jetée à une foule affamée de vérité. Les élèves éclatèrent en discussion, certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir. Sophie revint s'asseoir, son cœur battant à tout rompre. Éloi se pencha vers elle. « Tu viens de secouer tout le bâtiment, » murmura-t-il. Elle sourit, un sourire est rare. Il en avait besoin. L'assemblée publique arriva plus vite que prévu, organisée dans le gymnase, où les gradins étaient remplis d'élèves brandissant des pancartes manuscrites. L'atmosphère était vibrante, chaotique, comme une toile en train d'être peinte. Les nominations commencèrent, chaque voix portée par une conviction ou une hésitation. Un garçon du club audiovisuel proposa Clara, vantant sa discipline. Une fille du club de théâtre nomma Sophie, pour avoir réveillé nos silences. Puis, du fond de la salle, une voix cria « Je nomme Éloi Nguyen ». Le gymnase s'anima, des têtes se tournèrent, des chuchotements devinrent et des exclamations. Éloi, debout près des gradins, cligna des yeux, pris de court. Sophie lui donna un coup de coude. « Vas-y. » « Je n'ai rien demandé, » murmura-t-il. « C'est pour ça que c'est toi, » répondit-elle. La foule scanda son nom, un rythme qui résonnait comme un tambour de guerre. Éloi avança, hésitant, son cœur battant à tout rompre. Il monta sur l'estrade, ses mains tremblantes posées sur le podium, et prit une profonde inspiration. « J'avais 6 ans, » commença-t-il, sa voix claire mais empreinte d'une gravité qui fit taire la salle, quand ma mère m'a appris à parer un coup. Pas pour me battre, mais pour me protéger. Elle disait que le monde essaierait de m'arracher quelque chose, ma voix, mon calme, ma valeur. Il marqua une pause, ses yeux balayant la foule. Elle m'a appris que nous ne combattons pas pour gagner, mais pour nous souvenir de qui nous sommes, même quand le bruit veut nous noyer. Dans cette équipe, il y a des latés-sarateurs. Il n'y avait ni slogan, ni promesse facile, juste un garçon offrant sa vérité, nu et sans armure. Les élèves l'écoutaient, suspendus à ces mots, certains avec curiosité, d'autres avec espoir. Quand il descendit, la salle éclata en applaudissements, un mélange de respect et de surprise. Mais Éloi ne s'attarda pas. Il traversa la foule, passa devant les casiers où des affiches déchirées portaient encore les traces des sentinelles et des gloobes rouges, et s'arrêta dans la salle d'art, vide à cette heure, où l'odeur de térébenthine flottait comme un souvenir. Une silhouette apparut dans l'embrasure. Clara, sans son habituelle assurance, vêtue d'un simple jean et d'un pull trop grand. « Je ne suis pas là pour me défendre, » dit-elle, son regard fuyant celui d'Éloi. « J'ai construit les sentinelles pour protéger, mais j'ai oublié ce que c'était de construire sans détruire. Tu m'as rappelé quelque chose. » Elle posa sur une table un anneau de laiton, gravé du symbole des sentinelles. « Je me retire. Ce n'est pas une reddition. C'est une passation. Tu n'étais pas fait pour nous suivre, Éloi. Tu es fait pour construire mieux. » Elle partit sans attendre de réponse, laissant Éloi seul avec l'anneau et un silence qui, pour la première fois, ne pesait pas. L'après-midi, le gymnase s'emplit à nouveau pour l'annonce des résultats. Madame Vallière ouvrit une enveloppe, son visage tendu. « Éloi Nguyen si ?» dit-elle, et la salle explosa. Cris, applaudissements, quelques sifflets. Éloi ne leva pas les poings, ne sourit pas. Il hocha simplement la tête et quitta l'estrade, ses pas lourds de responsabilité. Dans la cour derrière la cantine, il retrouva Sophie, Julien, Amélie et Rémi, assis sur l'herbe, partageant un sachet de madeleine que Madame Line avait préparé. « Alors, Monsieur le Président ?» plaisanta Julien, un sourire en coin. Éloi s'assit, ouvrit un Tupperware et en sortit des financiers faits de maison. « Ma tante cuisine quand elle est nerveuse, » dit-il, distribuant les gâteaux. Elle savait que ce serait bruyant aujourd'hui. Amélie rit, posant sa tête sur son épaule. « Tu as bien fait, Éloi. »« Non. » répondit-il doucement.
Nous avons bien fait. Le premier événement de Les Échos eut lieu une semaine plus tard, dans la cour arrière, où l'herbe fraîchement coupée embaumait l'air. Des stands s'alignaient, modestes mais vivants. Sophie exposait ses photos, des portraits bruts d'élèves pris dans des moments de vérité, Rémi riant pour la première fois depuis des semaines, Julien écrivant sous un arbre, Amélie en pleine répétition. Julien, de son côté, avait installé une table avec des carnets où les élèves pouvaient écrire anonymement leurs peurs, leurs espoirs. Rémi, plus confiant, distribuait des bracelets tressés aux couleurs arc-en-ciel, un symbole discret de solidarité. Éloi, lui, avait disposé des tapis dans un coin, proposant des leçons de self-défense, pas pour la violence, mais pour la présence, pour apprendre à se tenir droit face au monde. Léo, son premier élève, guidait les plus jeunes, son sourire timide devenu une lueur d'assurance. Même Paul, l'ancien loup rouge, était là, hésitant, mais présent. Il s'approcha d'Éloi à la fin de la journée. « Je ne voulais pas faire de mal, murmura-t-il. Il menaçait de ma sœur. » Éloi posa une main sur son épaule. « Je sais. Maintenant, aide-nous à faire mieux. » Madame Dubois, la bibliothécaire, observait de loin, un sourire discret aux lèvres. Elle avait glissé à Éloi un vieux carnet, retrouvé dans les archives, où une élève d'autrefois racontait son combat contre le silence. « Continuez », avait-elle murmuré. Monsieur Lefebvre, quant à lui, s'était joint à l'événement, distribuant des recueils de poésie aux élèves, ses lunettes embuées par l'émotion. À la fin de la journée, les Échos n'étaient plus un groupe clandestin. Une charte avait été signée, faisant d'eux une initiative officielle, avec des conseillers parmi les professeurs, un espace pour les voix oubliées. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées, les élèves se rassemblèrent pour une dernière photo. Sophie régla son appareil, le minuteur clignotant. Il se tint en côte à côte, Éloi au centre, Amélie riant, Sophie sérieuse mais les yeux brillants, Julien levant deux doigts en signe de paix, Rémi et Léo souriant timidement, Paul à l'écart mais présent. Derrière eux, des dizaines d'autres, des visages autrefois fermés, désormais ouverts. Le déclic de l'appareil captura plus qu'une image, il captura une promesse, un fil tissé non pas de tension, mais de confiance. Ce soir-là, chez lui, Éloi trouva un petit paquet sur son lit. À l'intérieur, un bracelet en cuir, usé, gravé du mot « courage », un cadeau de sa mère, retrouvé par sa tante dans une boîte oubliée. Il le passa à son poignet, sentant son poids léger mais solide. Dehors, Saint-Augustin bourdonnait doucement, comme si la ville elle-même respirait plus librement. Le lycée n'avait pas changé en une nuit, mais quelque chose s'était éveillé. Dans les couloirs, les élèves marchaient plus lentement, plus conscients. Sophie continuait de photographier, capturant des instants de vérité. Julien écrivait des lettres qu'il laissait dans les casiers, des mots simples comme « tu n'es pas seul ». Amélie dirigeait des auditions ouvertes à tous, transformant la scène en refuge. Et Éloi, il nouait toujours ses lacets en double, mais il ne regardait plus par-dessus son épaule. Il avait construit un pont, pas un trône, entre la peur et la compréhension, entre être craint et être vu. Et peut-être, au fond, c'était là toute l'histoire, non pas une quête de pouvoir, mais une quête de dignité, où le silence n'était pas une arme, mais un espace pour écouter, pour guérir, pour marcher ensemble sur cette corde invisible, sans jamais tomber. L'histoire de Les Ombres du Courage est une fresque humaine, un miroir tendu vers les complexités de l'adolescence, où se mêlaient courage, vulnérabilité et quête d'identité. À travers Éloi Nguyen et ses compagnons, Sophie, Julien, Amélie, Rémi, cette narration, ancrée dans l'ambiance d'un lycée français, résonne comme une ode à la résilience et à la solidarité face à l'injustice. En tant que spectateurs, nous sommes invités à plonger dans un univers où les gestes, même petits, peuvent bouleverser des vies, où le silence peut être une prison ou une force, et où la vérité, bien que parfois douloureuse, devient une lumière qui guide. Ce qui frappe d'abord, c'est la manière dont Éloi incarne une forme de courage discret, presque invisible. Contrairement aux héros stéréotypés des récits modernes, il ne cherche ni gloire ni domination. Sa bravoure s'exprime dans sa retenue, dans sa capacité à agir sans se perdre dans la colère ou la vengeance. Lorsqu'il s'interpose pour protéger Camille ou choisit de ne pas frapper lors de l'embuscade des loups rouges, il montre que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de soi.
Cette retenue, dans une culture française où l'on valorise l'éloquence et l'expressivité, est une leçon subtile mais profonde. Parfois, c'est dans le silence, dans l'acte mesuré, que l'on fait entendre sa voix. Pour nous, dans la vie quotidienne, cela nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Un geste réfléchi, défendre un collègue, écouter un ami en détresse, peut avoir un impact bien plus grand qu'un éclat de colère. Un autre aspect plus marquant est la force collective des sous-échos. Sophie, avec sa caméra, Julien, avec ses mots, Amélie, avec son feu, et Rémi, avec sa vulnérabilité assumée, montrent que le changement naît de la complémentarité. En France, où l'individualisme peut parfois l'emporter, cette histoire met en lumière l'importance de la communauté. Chaque membre des Lécos apporte une pièce unique au puzzle, prouvant que personne ne peut tout faire seul. Appliqué à nos vies, cela nous invite à chercher des alliés, à reconnaître les forces des autres, qu'il s'agisse d'un ami qui sait écouter, d'un collègue qui inspire ou d'un inconnu qui partage une idée. Ensemble, nous pouvons transformer un murmure en un cri, une idée en un mouvement. L'histoire met également en lumière le danger des jugements hâtifs et des étiquettes. Éloi, souvent perçu comme une menace en raison de son passé et de son apparence, est jugé avant même de parler. De même, Rémi souffre des préjugés liés à son identité. Ces injustices, si familières dans une société française où les différences culturelles et sociales peuvent engendrer des tensions, nous rappellent de regarder au-delà des apparences. Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, à l'école ou dans la rue, nous pouvons choisir de suspendre nos jugements, de poser des questions, d'écouter. Cela demande du courage, mais c'est une étape vers une société plus juste. Une leçon centrale est la transformation du silence. Dans le récit, le silence est à la fois un fardeau, celui des victimes comme Rémi, qui se testent par peur, et une arme, utilisée par les échos pour révéler la vérité sans violence. En France, où le débat public est souvent vif, cette idée d'un silence stratégique est fascinante. Elle nous enseigne que parfois, ne pas répondre immédiatement, mais réfléchir et agir avec intention, peut être plus puissant qu'un discours enflammé. Dans nos vies, cela peut se traduire par une pause avant de répondre à une provocation, par un moment de réflexion avant de juger, ou par un choix conscient de donner la parole à ceux qui sont tus. Enfin, l'histoire nous confronte à la complexité de la justice. Les sentinelles, bien qu'animés par un désir de protéger, tombent dans le piège de la vengeance. Éloi, en revanche, choisit une voie plus difficile, celle de la compassion. Cette distinction est essentielle dans une culture française marquée par des idéaux de justice et d'égalité. Elle nous pousse à nous interroger, nos actions visent-elles à punir ou à réparer? À diviser ou à unir? Appliquer cette leçon signifie privilégier des solutions qui guérissent, comme tendre la main à quelqu'un qui a fauté, comme Paul, ou offrir un espace sûr à ceux qui souffrent. Si cette histoire d'Éloi, Sophie, Julien, Amélie et Rémi vous a touché, si elle vous a rappelé une lutte, une victoire ou un silence que vous avez brisé, partagez votre ressenti dans les commentaires. Qui avez-vous reconnu en vous dans cette histoire? Qui souhaitez-vous devenir? Cliquez sur j'aime si vous croyez que le courage peut changer une école, une ville, une vie. Partagez cette vidéo pour que d'autres entendent ce message, nous n'avons pas besoin de permission pour faire le bien, seulement d'un pas en avant. Et si vous voulez plus d'histoires qui parlent au vrai, qui réveillent et qui unissent, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, construisons des ponts, une voie à la fois.